Aline, voilà. Alors, Aline, d'abord, je vous remercie infiniment de m'avoir accepté, d'avoir accepté cette interview, parce que vous devez être surchargé d'interviews. Mais c'est moi qui vous remercie de votre approche. C'est vraiment très important de pouvoir témoigner un petit peu partout parce que ça élargit le réseau et ça me permet de toucher ceux qui sont pas forcément qui me suivent sur les liens sociaux ou qui n'ont pas voilà. Alors effectivement, on est arrivé à la conclusion que on a parlé quelques minutes avant. Et on est arrivé à la conclusion, enfin, je suis arrivée toute seule d'ailleurs, parce que j'ai lu, ma fille a lu, l'a dévoré, on l'a dévoré. Dès que je l'ai acheté, voilà, je l'ai plus vu, c'est elle qui se l'est approprié, donc voilà. Enfin, je l'ai lu, bien sûr, en long, en large et en travers. Et il y a 2 parties dans votre livre qui sont très importantes, enfin, je dis pas, c'est bien scindé en 2. Il y a toute cette partie, vous dites d'ailleurs, du chaos à l'éveil spirituel, donc il y a cette partie chaotique, puisque vous êtes une résiliente, et puis il y a eu entre guillemets un petit miracle, mais on en parlera. Mais et vous avez totalement changé de vie. Bon, ça n'a pas été facile, et vous vous êtes dirigé vers une autre profession. Enfin, vous avez pris le chemin de la spiritualité. Alors aujourd'hui, parce que sur ce blog là de SOS Stress, je parle beaucoup de l'estime de soi, de la confiance en soi, et puis votre parcours, là je vous dis bravo, parce que j'ai eu un parcours pas facile, mais alors là, je crois que vous avez la médaille, vous avez l'Oscar à Hollywood. Donc pour dire, vous êtes la fille adoptive, la petite fille, c'est ça, du fondateur, voilà, de Peugeot, vous allez nous l'expliquer. Donc vous avez été adoptée à l'âge de 5 ans, vous allez nous expliquer pourquoi ils vous ont adopté, et puis effectivement, on pourrait penser que à partir du moment où vous avez ce nom qui est quand même mythique et connu dans le monde entier, je présume que ça n'a pas non plus été facile pour vous de porter un nom pareil, et puis de vivre ce que vous viviez, parce que il y avait une dichotomie entre la vie réelle que vous aviez, qui n'était pas loin d'être drôle, vous allez nous l'expliquer, et finalement ce que les gens s'imaginent, Peugeot, voilà. Alors, est-ce que vous pourriez, pour mes lecteurs et nos lecteurs, ça va devenir vos lecteurs, nous parler donc de cette première partie du livre, mais surtout, voilà, vous êtes né où? Je suis née à Besançon, c'est dans le Doubs, le 25, département 25. Et puis... je continue? Oui, allez-y, maintenant je ne parle plus. Donc j'ai eu des géniteurs évidemment, et ma mère m'a abandonnée à l'âge de 2 ans parce que j'étais un fardeau. Elle avait fait le choix de suivre son amoureux du moment qui était et c'est ça qui est un petit peu rigolo dans la vie, il y a souvent des signes d'humour. C'était un voleur de voiture, et donc il s'enfuyait, il devait passer la frontière. Un voleur de voiture? Oui, c'était un voleur de voiture. Et il devait passer la frontière pour échapper au service de police. Et tout ça, je l'ai appris dans mon dossier que j'ai récupéré à la DAS vers l'âge de 20 ans. Et donc, je suis restée sur les bras d'une nourrice qui me gardait régulièrement. Et ne sachant pas trop quoi faire de moi, elle a appelé les services de police qui m'ont placée à la DAS, à l'orphelinat à Besançon. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Alors, elle m'a laissée à 2 ans et je suis partie... quelques semaines après, à l'orphelinat à Besançon, et j'y suis restée jusqu'à l'âge de 5 ans, où des parents se sont présentés à l'adoption. Oui, parce que dans le livre, à un moment donné, on va en revenir là-dessus, votre mère adoptive, vous dites que vous les avez choisis. Alors, comment peut-on, à 5 ans, choisir? Je présume qu'un enfant qui est dans un orphelinat, n'importe qui se serait présenté, il serait allé avec eux, parce que... Mais évidemment, tout à fait. Mais quand elle m'avait dit cette phrase, c'était sur sa fin de vie, vraiment quelques heures avant de s'envoler. Et je pense que sa réflexion était beaucoup plus profonde que les faits. Et je pense qu'elle s'en rendait compte. Évidemment, on choisit ses parents quand on arrive. C'est quelque chose que je conçois totalement, parce que ensuite on doit faire avec l'hérédité, avec les mémoires familiales, avec l'histoire, et c'est un fardeau parfois, parce que on ressent des choses qui nous appartiennent pas. Par exemple, moi j'ai transmis à mes 3 enfants de 3 pères différents la blessure de l'abandon, et aucun des 3
ne l'ont expérimenté. Mais cellulairement, on reçoit ce genre de mémoire, oui. Ce genre d'information en héritage, voilà. Alors donc, vous avez 2 ans, c'est le premier abandon. Est-ce que votre mère était gentille avec vous pendant ces 2 ans? J'en ai pas de souvenir, mais quand je l'ai revue vers l'âge de entre 20 et 25 ans, parce que j'avais besoin de savoir si je ressemblais à quelqu'un sur Terre, parce que j'étais assez époustouflée de voir les ressemblances entre les parents et les enfants, et ça, je connaissais pas. Donc c'était vraiment une interrogation. Je me dis, est-ce que je ressemble à quelqu'un dans ce monde? Et je les recherchais pas tant pour avoir des explications sur pourquoi elle m'avait abandonnée, parce que c'est son choix. J'ai toujours accepté le choix des autres. J'ai jamais culpabilisé en pensant que j'avais été un fardeau. Oui. C'était vraiment par curiosité en fait. Oui. Et c'est là que j'ai appris que elle vivait avec des compagnons différents qui étaient très violents et je subissais la violence. Et ces remarques me faisait comprendre qu'elle avait pas vraiment été une mère attachante ni aimante et qu'elle n'était pas équipée pour, en tout cas. Alors quand on lit votre livre et qu'on vous entend, on sent que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de tendresse, qui a beaucoup de gentillesse, beaucoup de générosité. Donc effectivement, oui, il y a bien quelqu'un qui a dû vous laisser ça dans votre lignée familiale. Parce que c'est vrai que votre maman, apparemment, n'a pas été d'une gentillesse extrême. Donc, comment vous expliquez que vous êtes gentille, généreuse et sympathique, alors que votre maman, votre mère biologique et la deuxième, la mère adoptive, c'était pas vraiment, on peut pas dire, des mères aimantes, gentilles, qui font des hugs et tout ça. Enfin, je veux dire, comment vous l'expliquez alors? Eh bien, sur mon parcours, comme tout ce que me montrait, tout ce que j'observais dans le monde extérieur me faisait violence. Je n'avais comme référence que moi-même. Et instinctivement, dans moi-même, c'était un comportement d'amour, de bienveillance, de confiance que j'avais en échange avec l'extérieur. Oui. Et c'est pour ça que j'en ai tellement souffert, parce que pour moi, j'étais convaincue que le monde tournait à l'envers et que c'était ma façon de faire qui était la bonne, qui était la plus cohérente, la plus constructive aussi. Parce qu'à quoi ça sert d'échanger avec les autres si c'est à travers des mensonges? C'est pas constructif, on perd son temps. Et c'est pour ça que j'ai gardé ce lien intime avec moi-même et mes convictions se sont basées sur ce que je ressentais et non pas ce qu'on essayait de me transmettre ou mes observations. Alors, donc, je vous remercie parce que ça, c'est hors sujet du livre, mais bon, moi j'ai lu votre livre, on voit que vous êtes quelqu'un de bienveillant, hein, je vous suis sur Facebook, donc je vois les gens ce qu'ils disent. Alors, on peut pas toujours se fier aux réseaux sociaux, ce qu'ils disent, mais enfin bon, de par la teneur de votre livre, qui est très bien écrit, qui est très authentique, ça j'insiste, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est que vous racontez des choses qui sont... on pourrait dire hard, comme disent les gosses aujourd'hui, c'est dur, hein. Et vous les racontez, c'est pas comment dire, c'est pas glauque, c'est voilà, vous êtes très spontané, vous dites voilà, il m'est arrivé ça, on va y revenir, mais il faut quand même une certaine dose de courage. Alors avant que j'oublie, ou pendant que j'y pense, pour être positif, comment la famille Peugeot a pris votre livre? Ça, c'est quelque chose qui m'a, ils ont pas dû être ravis, non? Oh si, ça a été à l'image de mon parcours dans cette famille, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu une moitié de la famille qui m'a mis de côté, rejeté comme étant illégitime, oui. Et du côté de ma mère maternelle, et du côté de mon père paternel, ça a toujours été plutôt du soutien, comme ils ont pu le faire, parce que c'était surtout les femmes de la famille qui ont essayé de me donner des coups de main, qui ont essayé d'intervenir auprès de mes parents en disant c'est pas la meilleure façon d'élever une enfant, il y a des choses qui sont choquantes. Et elles se faisaient rabrouer par leur mari, qui étaient les frères de mon père, et qui leur disaient mêle-toi de tes affaires, dans la famille on s'occupe pas de ça, c'est les affaires qui priment. Donc elles n'ont pas pu beaucoup intervenir, elles ont été pieds et mains liés, mais elles m'ont écrit des lettres. 2 tantes où elles m'ont félicité en me disant que c'était bien d'avoir écrit ce livre, qu'elles savaient la moitié de ce que j'ai révélé, elles étaient au courant et qu'elles en avaient beaucoup souffert, qu'elles auraient voulu
m'intervenir pour que les choses soient autrement, et qu'elle culpabilisait même. Ah oui? Et alors je leur ai répondu en disant que c'était pas la peine de culpabiliser, que j'avais à vivre ça pour comprendre beaucoup de choses, et que au fond mes parents ont fait ce qu'ils ont pu. Il faut pas leur en vouloir. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils connaissaient et ce qu'ils pouvaient transmettre. Et Oui. si dans cette famille, je sais que c'est assez froid, que l'affection est un peu estimée comme un signe de faiblesse, et qu'on ne montre rien. Donc ils ont pu que transmettre ce genre de choses. Et moi, je l'ai mal pris, parce qu'en fait, tout est qu'une question de considération, de comment on reçoit les choses, on les accueille. Et moi, je l'ai mal accueilli parce que c'était pas dans ce sens que j'attendais les marques d'affection. C'était pas dans le sens très contrôlé qu'ils avaient eux à me diriger, à être très sévère, qui est une forme d'amour. Mais je l'ai pas compris à l'époque. Alors, c'était une forme d'amour, Aline, comment? Expliquez-nous. Vouloir le mieux pour moi, comme beaucoup de parents le font, il y en a qui le font avec plus de gentillesse, mais quelque part, c'est aussi une forme de conditionnement. C'est aussi diriger, maîtriser, essayer de contrôler son enfant. Et comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui. Et avec les meilleures intentions du monde, on bride son enfant. Parce que on fait des choix à sa place, on le dirige, on lui dit. Et c'est souvent transmettre ce que nous, notre considération à nous, et pas prendre en compte la sienne. C'est-à-dire, on l'encourage à être médecin parce que nous-mêmes, on aurait voulu être médecin, puis on n'a pas réussi ou eu l'opportunité. Oui. Ou alors on lui dit, fais pas ça parce qu'on a peur pour lui. Donc notre peur, on la transmet et on le bride, on le canalise dans une direction, on transmet nos peurs. Donc voilà, même si c'est avec les meilleures intentions du monde, il faut faire très attention à nos enfants, de leur laisser totale liberté, tout en conseillant, mais pas en imposant. Ah oui, c'est ça. Bon, faut dire aussi que la génération, donc votre grand-père, c'était votre grand-père ou votre arrière-grand-père adoptif? Arrière-grand-père. Arrière-grand-père, oui. Donc, moi je vois par mon père, puisque moi j'ai moi-même 75 ans, je viens d'avoir 75 ans. Mon père aussi, alsacien, m'a jamais fait de hug. C'était des générations comme ça. Ma génération, on disait pas, mais oui, je t'aime, on comprenait pas. C'était comme ça, on acceptait. Mais effectivement, bon, il y a la troupe, hein, le général qui dirige ses troupes, et puis il y a vraiment le dictateur aussi. Hein, donc, c'est ça. Alors, il y a quelque chose. Donc, on va revenir parce que pardon, votre vie est tellement, enfin, ce livre est tellement passionnant, donc je le remontre pour que tout le monde le voit bien. Je mettrai le lien Amazon après à l'article. Donc, vous avez 5 ans. Vous êtes adopté par ce couple qui est un peu bizarre à l'origine, puisqu'ils étaient cousins germains, donc Peugeot tous les deux. Tout à fait, oui. Mes grands-pères étaient frères. Ah, les grands-pères étaient frères, donc ils ne se marient pas parce que sinon, évidemment, il y avait de fortes chances qu'il y ait un enfant. D'ailleurs, je crois que c'était pas permis. Entre cousins germains, on peut pas se marier en France. Ah, mais ils étaient mariés, mes parents. Hein. Ah oui, non, mais on peut avoir des enfants. Il me semblait qu'on pouvait pas. Non, c'est pas conseillé. Oui, c'est pas conseillé. Oui, parce que là, on risque d'avoir des problèmes. Donc, alors, votre papa a 20 ans à la polio, donc il était en chaise roulante. Oui. Handicapé, paraplégique. Et votre maman était quand même assez dure. Elle est très, dure, de formation infirmière, donc un rapport à la maladie qui m'a toujours glacé le sang, c'est-à-dire qu'aucune empathie, aucun signe de faiblesse. Elle était capable de faire des choses assez costauds sans en apparence rien montrer. D'accord. Alors, ils avaient l'un et l'autre connu la guerre, hein, donc les privations. Et là, j'arrive à un truc, moi, qui m'a, mais absolument. Bon, j'ai été élevé dans un couvent où c'était aussi assez serré, hein, bridé aussi, mais là, le truc, moi, ça m'a hérissé les. On vous obligeait. Alors, évidemment, ils avaient connu les privations. Enfin, on parle quand même de la famille Peugeot, hein, et ils vous font manger des aliments avec des asticots. Ah, ça c'est dingue, ça c'est toujours dans ma tête le jour où mon père m'a fait une tartine avec des asticots sur un fromage. Ah. J'ai été effarée. Vous avez dû le manger? Non, j'ai pas pu. Mais lui le faisait en disant que c'était de la viande gratuite. Hein. Alors vous avez quand même les moyens de s'en acheter. Oui, c'est ça, je veux dire, Peugeot manger des asticots, c'est vrai qu'il y a quand même, on peut se dire qu'il y a quand même quelque chose là-haut, là, quand même. Oui, c'est spécial. C'est très spécial. Voilà, sans juger, on peut quand même dire qu'il y avait un
petit vélo quand même là-haut, parce que, écoutez... Mais disons qu'ils avaient aussi le sens de l'économie extrêmement développé. Ma mère ne jetait rien, mon père recyclait tout, et ça m'a toujours interloqué aussi. Pourquoi avoir autant de moyens et puis s'auto-flageller quelque part, Oui, parce oui, que oui, tout à fait. Parce que voilà. manger des asticots, bon, enfin, non, là, j'en parle parce que c'est quand même quelque chose d'invraisemblable. Alors donc, vous commencez à grandir, et puis devant cette, alors il y a eu l'abandon, 2 fois l'abandon. Vous dites dans votre livre que bon, vous supputez, hein, parce que vous n'en avez pas la certitude, que vous pensez que le compagnon de votre nourrice a eu des, enfin, vous avez eu des victimes d'attouchement. Oui, ça j'ai fait le lien parce que quand j'ai retrouvé ma nourrice pour lui demander si elle se souvenait de moi, alors elle était heureuse comme tout de m'avoir au téléphone et en même temps, tout de suite elle s'est mise à pleurer, à sangloter en me disant tu te souviens, tu te souviens? Et je lui ai dit bah non, je me souviens de rien. Elle m'a dit mais tant mieux, tant mieux. Et tu sais maintenant il est mort, il pourra plus te faire, il pourra plus rien te faire maintenant. Et j'ai fait elle a pas voulu me le dire. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a eu? Elle a dit non non, c'est très bien que tu aies oublié. Et quand j'ai fait le rapprochement, quand je me suis plongée dans mon livre, dans mes souvenirs pour l'écrire, avec cette indisposition, cette gêne énorme du regard de mon père adoptif sur moi à l'adolescence, quand je commençais à me former. Oui. Il y avait comme un souvenir qui se réveillait, vraiment une gêne, un mal-être à l'intérieur de moi que je ne pouvais pas expliquer. Pourtant, mon père adoptif n'a jamais eu aucun geste inapproprié, mais c'était comme un souvenir qui se réveillait de quelque chose qui était enfoui. Donc j'ai fait le lien et je suppose, parce que je ne vais pas m'autoriser à faire des affirmations. Donc vous continuez et vous devenez une grande rebelle. Hein? Oui, oui. Parce que la colère est montée en grade et parce que comme je disais au début, j'adhérais pas à tout ce que l'extérieur me présentait. C'était pas cohérent du tout. Donc ça a développé une colère à l'intérieur de moi. Quand on se sent seul et qu'on ne plie pas, qu'on se soumet pas, il y a une colère qui arrive. Et cette colère permet cette rébellion qui a été pour moi salvatrice parce qu'elle m'a permis de me relever. Oui, quelque part, la colère vous a permis, oui, effectivement, à quel prix, hein, quand même, hein, parce oui, que... oui. Alors, donc, vous devenez une rebelle, et puis entre-temps, il y a quand même un gros souci, hein, on va appeler ça un gros souci, un autre abandon, une autre, peut-être le rejet, vous avez peut-être senti le rejet, votre mère vous a adopté à 5 ans, mais là, elle adopte un bébé. Ah oui, oui, elle est venue assez rapidement, Agnès. J'étais encore jeune, oui. Et on a 4 ans d'écart, mais elle est arrivée à l'âge de 6 mois, et avec un handicap. Donc elle était très dépendante de ma mère, et c'est ce que ma mère avait toujours recherché, parce qu'elle était sous l'emprise de mon père, et elle voulait avoir aussi, elle, le pouvoir sur quelqu'un. Donc sur moi, ça n'avait pas fonctionné. Et Agnès étant jeune, arrivant à 6 mois, elle a su combler le manque de maternité de ma mère, qui certainement en a souffert de pas pouvoir porter d'enfant. Et donc elle a été fusionnelle avec Agnès, et pour moi ça a été terrible. Ça a été une douleur. J'étais jalouse à en crever. Hein. C'est normal, hein, parce qu'il y avait vous le dites, il y avait une telle différence entre les deux. Hein, eux à qui on donnait tout, enfin ce que vous auriez souhaité recevoir, et vous sur le bord de la route, en train de ne rien avoir. Alors comment était votre papa par rapport à Agnès? Un peu plus distant et vraiment beaucoup plus proche de moi, parce que mon père est quelqu'un de très exigeant et les facultés intellectuelles sont pour lui une bonne référence. Et malgré mes bêtises et le fait que je n'obéissais pas à tout ce qu'il me disait, il avait repéré que j'avais des capacités de réflexion intéressantes. Donc il s'intéressait beaucoup plus à moi qu'à Agnès. Donc, parce que on sent, hein, et ça, je suis anti-flagornerie, hein, donc on sent que, et par le livre, et de la façon dont vous parlez, de la façon dont vous vous exprimez, vous avez quitté l'école relativement tôt, et vous parlez extrêmement bien. Enfin, quand je dis ça, je veux pas avoir l'air, c'est pas péjoratif, je veux dire, mais on est vraiment
on voit que vous êtes une personne cultivée, que vous aimez certainement lire, et bon, vous avez fait un nombre incalculable de choses. Donc, est-ce que vous pensez que cela vient de votre papa adoptif? Est-ce que quelque part, oui, parce que oui, je l'admirais énormément. Il était très pointu dans tous les domaines qui l'intéressaient. Il allait vraiment chercher au fond du fond les choses. Il était chimiste de formation. Et il décryptait toutes les formules de tous les produits, il m'expliquait les émulsions, les réactions entre les différents éléments, les propriétés. Et surtout, quand il avait décidé d'apprendre quelque chose avec une facilité déconcertante, comme par exemple le grec, il aimait beaucoup la Grèce et donc il a appris le grec tout seul et il parlait couramment. Et c'était pour chaque domaine qui l'intéressait comme ça. Il était très pointu, il allait au fond des choses, c'était pas superficiel. Et ça, il me l'a transmis, oui. Je croyais que j'avais des capacités intellectuelles faibles, peu de facultés, et je me suis aperçue que quand un domaine m'intéressait, ça rentrait tout seul. Parce qu'on y arrive là, donc vous grandissez, et de plus en plus, vous dites, bon alors on peut dire que vous aviez quand même, vous dites souvent, je pensais que je n'y avais pas le droit, je ne méritais pas, je n'étais pas gardable parce que vous aviez été abandonné 2 fois. Hein. Votre maman disait souvent la vie est un combat. Ah oui, un truc aussi qui m'a, mais alors absolument, on vous mettait dehors par moins 25 degrés. Ah oui, mais alors ça c'est bien parce que j'ai une endurance physique exceptionnelle. J'ai appris et avec les coups aussi parce que comme j'étais assez régulièrement frappée à la baïette, j'ai découvert cette capacité qu'ont les fakirs, tout ça, de dépasser la douleur. Donc, alors, vous avez eu, à un moment donné, on va y passer rapidement parce que bon, ça a été quand même 18 ans de votre vie. Vous vous êtes tourné vers la prostitution parce que vous dites, après tout, puisque les gens disaient, ou pensaient, votre mère pensait que vous étiez, bon, on va dire le mot jolie péripatéticienne. Donc vous vous êtes dit, après tout, pourquoi ne pas me faire payer, hein, puisque les gens pensent que je suis comme ça. Donc vous vous êtes dirigé pendant 18 ans vers ce métier. Vous avez eu, entre-temps, vous avez eu à 17 ans, hein, je crois, c'est 17 ou 18 ans, vous avez eu votre fils aîné. Oui. Donc là, ça c'est pas très très bien passé non plus avec le papa. Non. Donc vous finalement, vous parlez beaucoup. Vous êtes beaucoup sacrifié. Vous avez toujours mis pendant des années et des années le bonheur des autres, les besoins des autres avant vous. Et moi, petite Ali, petit, moi je ne m'écoutais pas. Alors. C'est normal, je trouvais pas ma place, je trouvais pas mon rôle, j'étais rejetée de partout, la société me rejetait parce que j'étais la fille d'eux. Dans ma famille, on me rejetait parce que j'étais pas de sang bleu de la famille. Et dans ma propre et mes parents ils regrettaient que je sois pas comme ils auraient voulu que je sois. Donc je trouvais pas ma place, je trouvais pas mon rôle dans ce monde. Du coup, j'ai dû m'en trouver un parce que c'est terrible pour un être humain de se demander pourquoi il est là. Ses propres parents qui l'ont fait n'en voulaient pas. Et avec les parents adoptifs, c'est compliqué aussi. Donc, je m'en suis trouvé un. Je me suis dit, OK, mon rôle, ça va être de me mettre au service de l'autre. Donc, je me suis sacrifiée pour le bonheur de l'autre. Et j'étais heureuse dans ce rôle parce que j'avais une importance à mes yeux. C'est fou, ça. Hein. Aujourd'hui, avec le recul, bon, c'était il y a quand même pas mal d'années, hein, on veut dire. Quel regard vous jetez aujourd'hui, la Aline d'aujourd'hui, bon, qui a totalement changé, on va y revenir, mais sur la petite Aline, dans le fond, c'était la petite fille qui se sacrifiait. C'était votre enfant intérieur, la petite Aline, qui finalement on a le sentiment, quand on vous écoute et quand on lit ce livre, que bon, évidemment, on va y revenir aussi, c'était la victime et la victimite, hein, beaucoup de gens, bienvenue dans le club, comme je dis, parce que là, c'est partagé par beaucoup de gens, c'est pas moi, c'est l'autre, mais je veux dire, on sent qu'il y avait une douleur, cette petite fille qui finalement, elle voulait qu'une chose, c'est être aimée. Voilà, et c'est, quand je pense à cette petite fille, et adulte pendant très longtemps, j'étais pas authentique. J'étais pas comment dirais-je, je n'en veux pas, je peux pas en vouloir à toutes les personnes parce que
moi, de mon côté, j'étais pas dans l'inconditionnalité, c'est-à-dire que j'attendais en retour un regard, un intérêt. Donc, j'étais un peu dans la manipulation quand on regarde les choses avec bonne foi, sans se cacher. Je faisais les choses pour obtenir de l'autre. Oui, Alors, mais pour obtenir, parce que quand on voit beaucoup de femmes, enfin moi dans ma profession j'en ai vu beaucoup, personnellement, il y a beaucoup de femmes qu'on accuse d'être des péripatéticiennes, on va dire le mot, hein, pour pas dire l'autre mot, voilà. Beaucoup sont en recherche d'amour et ça les gens souvent ne le comprennent pas. Elles sont toujours à la recherche que quelqu'un va les aimer. Bon, heureusement, vous avez trouvé votre mari actuel qui vous a aimé suffisamment, mais finalement, toutes ces petites filles qui se donnent ou qui se vendent, la plupart, enfin, je m'avance peut-être un peu, mais au moins 80%, pour pas dire 90%, sont en recherche d'amour, sont en recherche de reconnaissance, d'être aimées tout simplement pour ce qu'elles sont. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? ah ben complètement d'accord. Hein, C'est tout à fait ça. alors souvent on juge. Bon, moi j'ai toujours été, enfin personnellement, pour des raisons diverses, j'ai toujours été pro péripatéticienne. Alors là, vous allez me dire pourquoi. Bon, c'était une longue histoire, mais je veux dire pas personnelle ni familiale, mais j'ai toujours senti. Parce que là, mon père avait une librairie, bon pour le dire, et il y avait beaucoup de péripatéticiennes sur les Champs-Élysées, et moi je m'entendais bien, elles étaient vraiment gentilles avec moi. Bon, j'étais toute jeunette à l'époque, elles me payaient des chocolats. Je venais voir papa, et mes parents, enfin je venais les voir, et elles me payaient des chocolats, elles étaient gentilles, et moi je disais, oh papa, qu'est-ce qu'elles sont jolies les dames, elles avaient de magnifiques manteaux de fourrure, et donc j'écoutais, je crois que j'ai senti de toute petite que il y avait de la douleur, il y avait beaucoup de douleur et après au long des années, donc c'est pour ça que je suis pro péripatéticienne, parce que c'est trop facile de juger, de dire ouais c'est une traînée, c'est une ci, c'est une ça. Comme disent les Indiens, mets-toi dans les mocassins de la personne pour pouvoir juger, parce que c'est Tout ça. à fait. Derrière chaque choix, il y a un parcours. Et souvent difficile, hein, parce que je présume que... Alors, comment ça se passait, votre vie en tant que péripatéticienne Eh ben, comme j'étais quelqu'un de timide et pudique, toujours par rapport à ce souvenir, le corps pour moi c'était un peu difficile. Eh ben, je suis tombée en même temps dans l'alcoolisme pour me donner le courage de franchir le pas. Oui. Donc je me suis toujours levée très tôt le matin. Et donc je me levais tôt, je prenais mon café au lait pour avoir l'illusion de faire comme tout le monde, mais 2 heures après, je commençais à boire pour pouvoir être suffisamment ivre vers l'heure de 13 heures où je commençais à prendre mes fonctions jusqu'au soir 19 heures où je rentrais presque à rouler sous la table parce que je continuais de boire toute la journée pour pouvoir encore et encore avoir le courage de franchir le pas et d'être suffisamment on va dire tendre, parce que j'ai une problématique avec le toucher, avec les démonstrations affectives, j'ai pas connu, donc Oui. j'ai du mal à le faire. Bah, forcément. Donc, Oui. vous avez, là, on sent que il y a beaucoup d'émotions qui viennent, hein, Aline. Donc, c'est une période qui a, somme toute, été vraiment difficile pour vous. Oui, parce que je suis quelqu'un de doux et il y en a qui ont des pratiques très violentes et ça me faisait violence parce que je comprenais pas où on pouvait trouver du plaisir à se faire mal. Oui. Et c'était encore appuyé sur toutes ces incohérences que j'observais et que je rencontrais sur un parcours. Oui. Et puis quelquefois, vous savez, on vous traite pas non plus très bien. Et donc ça me replongeait dans mon éducation, où on est méprisant, où on vous frappe, où on vous dénigre, où on vous estime pas. Donc ça faisait que me conforter encore plus que j'étais qu'une rien du tout. Qu'une rien du tout. Donc là, on arrive au vif du sujet, que finalement, toute votre vie, alors toute cette, on va dire 3/4 de vie, parce que vous êtes encore extrêmement jeune, enfin par rapport à moi, vous êtes extrêmement jeune, vous avez l'âge de ma fille, donc, et vous avez eu jusqu'à 40 ans pratiquement, hein, c'est ça, vous avez, bon, mais
moi je sais que les personnes qui... le fond du problème de l'humanité, on va dire qu'on soit jaune, rouge, vert ou arc-en-ciel, c'est le manque d'estime de soi, c'est la valeur. Vous ne vous donniez pas de valeur. Ah ben non, on m'en a jamais donné. Je pensais qu'on la trouvait à travers le regard des autres. C'est l'erreur que je faisais. Donc, je m'appuyais là-dessus et je me l'autorisais pas non plus, la valeur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Aline? Alors, vous avez eu un deuxième enfant, votre fille, hein, avec laquelle vous êtes fusionnelle. Vous êtes toujours fusionnelle avec elle? Moi, j'ai pris mes distances pour qu'elle comprenne. Elle avait tendance à vivre ma vie, à revivre ma vie. Donc, il lui arrivait beaucoup de choses similaires à moi. Et j'ai pris mes distances pour qu'elle se développe enfin. Donc, elle est un peu déstabilisée encore. Ça va lui prendre du temps à se trouver elle-même. Mais il était temps. Elle a 22 ans et il est temps qu'elle fasse son parcours, qu'elle se trouve elle-même. Enfin, alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, une chose importante, vos parents savaient-ils que vous aviez ce genre d'activité? Oh, ils s'en doutaient parce qu'il y a eu des petits indices, on va dire. Mais même s'ils s'en doutaient, ils préféraient garder les yeux fermés. Et quand ils l'ont su pour de vrai, on n'en a jamais parlé. Oui, comme la chanson de Brel chez ces gens-là. Voilà. Voilà, chez ces gens-là. Alors, donc vous avez une vie totalement à part. Hein. Vous connaissez donc votre deuxième compagnon qui est avec lequel vous êtes marié. Hein, je crois vous êtes marié. Vous avez vécu ensemble. Avec celui qui me tapait? Oui, celui qui vous tapait. Non, c'est pas marié. Vous n'êtes pas marié, mais enfin bon, ça a duré quand même un certain temps. Alors, oui, vous avez eu un enfant, donc c'est votre fille que vous avez eu avec lui? Non, elle était déjà là. Elle était déjà là. Bon, oui. Mais alors lui, le deuxième entre guillemets, donc il y a eu le premier avec votre fils. Après bon, vous avez eu votre fille, mais alors celui qui vous a qui vous cognait, hein, et vous dites quelque chose, vous vouliez le sauver. Alors ça, c'est, moi, j'ai ri entre guillemets, hein, parce que je dis entre guillemets, parce que nous les femmes, hein, nous on est on est tous des sapeurs-pompiers, hein. On est sur le pont. Allez, je vais te sauver, tu bois, je vais te sauver, tu te piques, je vais te sauver. Enfin, alors, vous dites à un moment donné que vous vouliez le sauver, et plus vous essayiez de le sauver, plus il vous cognait. Et un jour, vous allez à l'hôpital, et c'est lui qu'on a soigné, et pas vous. Alors, expliquez-moi ça, parce que c'est quand même incroyable. Ben, il s'était fracturé les phalanges. En vous frappant? Oui. Et moi, j'étais à côté avec une tête triangulaire, on aurait dit un extraterrestre, tellement j'avais gonflé sur les côtés, mais personne n'a bronché. Donc, personne ne m'a posé de questions. C'est incroyable. Ou peut-être me demander ce que j'avais fait. J'avais dû mentir en disant je me tapais une porte, truc classique. Personne n'a relevé ou n'a voulu chercher plus loin. Donc, comme vous savez maintenant, puisque vous avez pris un autre, vous êtes une résiliente, hein, puisque de tout ce parcours de vie qui est, alors là, les gens qui pensent avoir eu un parcours de vie chaotique, comme c'était mon cas, je vous recommande de lire ce livre, vous saurez ce que c'est vraiment une vie chaotique. Enfin bon, cela n'empêche pas que chacun, évidemment, vit des douleurs et que le voisin ait une vie pire que la sienne ne va pas vous rendre votre vie plus facile, ça c'est sûr. Mais vous avez quand même une vie, bon, on peut dire, pas facile du tout. Et à un moment donné de votre vie, donc on vous cogne et vous retrouvez votre actuel mari, hein, qui était à l'époque, donc qui a presque fait la mainmise sur vous pour vous sortir de là, hein, donc et vous expliquez très bien que vous lui avez rendu la vie pas vraiment facile, hein, au début. Ben oui, parce que moi je voulais pas être sauvée. J'étais arrivée à un stade où j'attendais la fin, la mort. Je voulais plus croire en rien, plus espérer en rien. C'était ma façon de me protéger. Et oui, il m'a mis la main mise dessus, mais tout en me laissant cette totale liberté. Et c'est pour ça que ça a été efficace. Oui. Et oui, j'ai pendant des années continué le mode de fonctionnement que je connaissais, qui était la communication par la violence. D'accord. Et il a dû me rééduquer. Et vous êtes aujourd'hui mariée avec lui? Oui, toujours. Ah, et j'ai vu qu'il a adopté votre fille. Oui, tout à fait. Bon, alors,
donc vous avez ce parcours super chaotique et on va arriver, parce que c'est le but de votre livre, c'est de prouver ô combien avec talent, parce que on le lit facilement. Enfin, je veux dire, c'est un livre qui est dur, hein, il est dur à lire quand on voit tout ça. Vous avez une façon de présenter les choses, votre bienveillance et votre gentillesse, qui fait que bon, moi j'ai lu beaucoup de livres sur des vies chaotiques. Mais bon, au bout d'un certain temps, on dit bon bah ça va quoi. Alors vous êtes dans la victimite évidemment, vous êtes dans la victimite. Oh là là, mon Dieu, regardez comme ils sont méchants et tout. Et il y a un moment donné où il y a le déclic. Hein. Donc vous passez de victime à responsable de votre vie. Hein, moi c'est mon combat entre guillemets, si je puis dire. Je veux dire, mais prenez vos responsabilités. Dans la société, on voit aujourd'hui, c'est pas moi, c'est l'État, c'est ci, c'est ça, c'est toujours l'autre. Alors vous êtes passé donc de victime à qui vous êtes aujourd'hui, hein, la personne qu'on voit en ce moment, la Aline d'aujourd'hui, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le déclic qui a fait que vous avez laissé ce côté de victime, d'éternelle victime? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on fonctionne en mode victime, on est en mode survie et à un moment donné, la corde casse et on a envie que ça s'arrête tellement c'est lourd. Et donc, j'ai voulu mettre fin à mes jours encore une fois parce que c'était pas la première fois que ça m'avait traversé l'esprit. Mais je suis pas quelqu'un qui répète ce qu'elle a subi et je voulais pas abandonner mes enfants. Oui. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de supporter ce monde que je ne supporte pas, mais comment? Et puis, chez moi, ça s'est manifesté par une intuition, par quelque chose qui est venu d'ailleurs avec un mot qui s'est imposé dans ma tête, le mot spiritualité, oui, que je connaissais pas. Et donc, j'ai recherché sur Internet la signification et de là est parti tout un parcours de presque 10 ans d'introspection à travers des lectures dans des domaines très différents, qui est l'étude du cerveau, l'étude des religions. J'essayais de comprendre en fait les bases de cette société, les bases de plein de domaines sur lesquels s'appuient des croyances de la société. Et puis, je pouvais lire un livre sur le même sujet, je pouvais en lire 10 sur le même sujet. Et par exemple, un seul allait me faire un déclic parce qu'une chose aura été dite différemment, expliquée différemment. Et chaque fois, ça me faisait des déverrouillages, des compréhensions, des petites choses qui devenaient claires. Et à chaque fois, ça m'allégeait un peu plus. Je sentais un fardeau qui s'en allait en même temps. Et j'ai mis du temps, j'ai mis presque 10 ans pour en fait que 2-3 notions essentielles qui étaient passées, envers lesquelles j'étais passée à côté. Et qui sont tout simplement, par exemple, un des accords Toltec, ne pas prendre la réaction de l'autre pour soi. Ça, c'est libérateur, un truc de dingue. Parce qu'on se dissocie de l'image qu'on se fait de soi par rapport à ce que l'extérieur nous renvoie. Et là, alors, on a tout loisir de chercher, mais alors, qui est-on en profondeur? Qui est-on réellement si on n'est pas cette image de soi? Et donc après, on entre en introspection et on va se chercher et on se rend compte qu'il faut s'éplucher comme un oignon et enlever toutes ces différentes couches de conditionnement qui sont mis consciemment ou inconsciemment sur nous et qui ont éteint notre nous profond. Donc vous êtes passé, alors en 10 ans, aujourd'hui, donc on peut dire que vous donnez des conférences, vous faites des conférences, vous rentrez du Québec, vous faites des conférences, vous avez écrit un livre, vous faites des séminaires. Donc votre vie, c'est quoi maintenant aujourd'hui? Quel regard vous jetez sur, non plus la petite Aline, mais sur la vie, sur l'ancienne Aline? Parce que bon, c'est toujours, comme la chanson, il y a une belle chanson, hein, vous savez, sur Aline, Aline. C'est de mon temps, moi ça c'était pas du vôtre mais c'était de mon temps. Je me souviens plus, je me souviens plus du chanteur qui chantait Aline. Si, c'est Christophe et j'ai crié Aline. C'est oui. Christophe et j'ai crié Aline, voilà, c'est ça, je me disais Christophe, oui c'est Christophe. Et donc, quel regard Aline, la Aline d'aujourd'hui jette sur la Aline d'autrefois? Je la remercie. Je suis pleine de gratitude envers la Aline d'autrefois parce qu'elle a expérimenté et c'est grâce à son expérience qu'elle a compris. Et je la remercie de son courage et de la volonté qu'elle a eue à continuer. Et puis, parce qu'elle a tout fait
de son mieux selon son évolution du moment. Oui. Elle a quand même toujours essayé de faire de son mieux, de se dépêtrer comme elle a pu, et sans se venger, sans transmettre la même chose. Ah. Heureuse, je suis fière d'elle. Il y a eu une petite interruption là, bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais oui. Donc, on va juste recommencer. Là, donc vous êtes contente. Ça s'est arrêté. On me dit connexion de qualité médiocre. Bah oui, on s'en était rendu compte. Mais je veux dire, donc vous finalement, tout ce que vous avez vécu, bon, c'est finalement ça la résilience, hein. Mais tout ce que vous avez vécu, c'est une richesse aujourd'hui parce que. Oui, c'est une leçon. J'en ai tiré les leçons et ça veut dire que ça n'a pas été inutile. Ça a été efficace. Donc vous attirez dans votre monde maintenant des gens qui sont des cabossés de la vie, puisque vous étiez une cabossée, une super cabossée. Oui. Ça va bien, un Peugeot cabossé, c'est comme. Donc, oui, c'est drôle. Des fois, je me trouve drôle. Bon, enfin bon, c'est moyen. Et donc, les gens cabossés, ce qui doit les attirer, c'est aussi de parler de votre parcours sans. Voilà, c'est comme ça s'est passé. Bon, je ne connais quand même pas beaucoup de gens, par Lise Bourbeau, hein, qui avait expliqué dans un livre qu'elle avait vécu pendant 2 ans avec une femme. Il faut le faire aussi, hein, je veux dire, non mais, enfin, il n'y a pas de condamnation, mais je veux dire, les gens ont plutôt tendance à mettre sous le tapis l'ombre, hein, la fameuse ombre de Jung. Oui, bon, ça, on met, vous non, hein, vous mais dites, en fait, pour moi, c'est pas une notion de courage, c'est tout simplement être authentique et puis ne pas se voiler la face. Il y a eu ce qu'il y a eu, point. Il n'y a pas de jugement à avoir. Ceux qui en ont, ça m'est égal. C'est que leur interprétation, comme le dit si bien l'accord Toltec. Oui, et puis certainement, s'ils ont des réactions véhémentes, qu'ils regardent, qu'ils observent ce que ça réveille chez eux pour qu'ils en aient une telle réaction. Mais ça ne me concerne absolument pas. Et comment fonctionne le monde, pour l'avoir observé pendant 50 ans, ça m'est égal, j'y adhère pas et je montre l'exemple de ce monde auquel j'aspire justement et qui n'est que acceptation de ce qui est. Et puis c'est pas parce qu'on est serein que les épreuves s'arrêtent, mais ma vie n'est toujours pas un long fleuve tranquille évidemment, et les épreuves il y en a toujours. Mais ce que je fais comprendre aux gens, c'est que on n'est pas maître de ce qui se présente sur notre parcours, mais nous sommes les maîtres de comment on accueille, de l'impact que ces épreuves peuvent avoir sur nous. Et ça, c'est un pouvoir. On est invulnérable quand on réalise qu'on a ce pouvoir. Les personnes peuvent faire ce qu'ils veulent, les événements peuvent être comme. C'est à nous avec notre sagesse, avec notre volonté, d'accorder ou pas un impact à tous ces événements sur nous. Et je leur explique qu'il y a une différence entre prendre à cœur et prendre en plein cœur. On prend en plein cœur, évidemment, on est humain, on a des émotions, ça fait mal, mais on prend pas à cœur, c'est-à-dire qu'on s'alourdit pas de ce bagage supplémentaire d'expériences douloureuses. On en tire la leçon et on continue notre chemin, allégé justement de cette leçon supplémentaire. Donc aujourd'hui, vous vous donnez suffisamment de valeur, vous savez que vous avez de la valeur et vous écoutez vos besoins. Oui, j'ai plus de besoin en fait parce que je me suis tout donné moi-même, donc je n'ai plus besoin de rien. Par contre, j'ai compris qu'avant je focalisais sur tout ce qui me plaisait pas et c'est ça qui me mettait la tête encore plus dans ce qui sent pas bon puisque je focalisais dessus. Et maintenant toute cette énergie-là, je la mets à construire un monde comme je l'aimerais, un monde de bisounours, un monde meilleur. Et c'est que en réharmonisant, reconstruisant les gens avec eux-mêmes qu'on peut construire ce monde meilleur. Parce que quand on est bien avec soi-même, il n'y a plus de frustration, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. Les échanges sont fluides, harmonieux. Et voilà ce que je construis.
Oui, alors là, c'est une merveilleuse façon, Aline, de terminer cette interview. Quel conseil pourriez-vous donner, j'allais vous demander, quel conseil pourriez-vous donner aux personnes qui vont lire l'article et qui vont vous entendre, vous voir? Vous l'avez donné, voilà, finalement, c'est le résumé de votre vie. Tout ce que nous vivons ne nous est pas envoyé par hasard, c'est quelque chose que l'on peut surmonter. Enfin, faut-il encore vouloir passer de la victime à la responsable et se dire pourquoi est-ce que ça m'est arrivé, qu'est-ce que je peux tirer de positif de ça? Et quand on voit quand on lit votre livre et on vous entend, on peut se dire que effectivement ça a été extrêmement positif, puisqu'aujourd'hui vous êtes marié, vous avez eu un autre petit garçon, hein. Donc vous avez donc vos 3 enfants et on voit que vous êtes épanoui, que vous êtes bien avec vous-même, parce que c'est ça. On peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien avec soi-même. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et surtout si les gens si les gens se disent oui, mais je suis seul au monde, personne me comprend et tout, eh ben tant mieux. Tant mieux, c'est que vous réalisez qu'effectivement il y a quelque chose qui cloche à l'extérieur. Parce que pour l'instant, c'est vrai que j'attends cette fameuse théorie du centième singe où l'humanité basculera du côté sérénité, plénitude, compréhension, acceptation. Et communiquer, parler, ne restez pas seul dans votre coin parce qu'on est des millions à croire qu'on est tout seul. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ce que disait Gandhi. Pour changer le monde, commencez à vous changer vous. Changez ce que vous voulez changer chez les autres, changez-le chez vous. Finalement, c'est le plus dur. Hein. On est tellement content de voir chez les autres ce qui ne va pas. Hein. Hein, c'est tellement bien, c'est tellement enfin bon, c'est l'effet miroir. Tout ce qu'on voit chez l'autre, finalement, c'est chez soi. Finalement, c'est une thérapie que tout le monde peut faire, très bon marché. Tout ce qu'on reproche à l'autre, c'est d'aller fouiller un peu dans sa besace, hein, comme je dis. Donc aujourd'hui, vous donnez des de toute façon aussi, une certitude, c'est que notre réalité, elle reflète notre intérieur. Hein. Oui, tout à fait. C'est du vécu, ce que je vous dis. Oui. Ah oui, alors là, on parle toujours de la fameuse loi d'attraction, mais c'est ça. C'est que finalement, comme vous pensiez que vous étiez malheureuse, que vous étiez victime et tout, donc on attire tout un tas de, je dis pas que tous les gens qui sont victimes d'attentats, etc. Oui. Bon, là, on parle de victimes, de faire de la victimite personnelle, et de précisément, comme dit l'accord Toltec, de prendre tout ce qui vient de l'extérieur comme une atteinte personnelle, vous vous rendez compte, hein. Alors, on parle de ça, quand on passe de la victimite à la responsabilité, notre vie change complètement. Ah ben là, on devient maître de nos existences et puis on est capable de tous les possibles sont à notre portée. Hein. Oui. Eh bien, écoutez, Aline, je suis ravie d'avoir eu ce petit entretien avec vous. Je suis sûre que... Alors, je remontre votre livre, hein, du chaos à l'éveil spirituel, hein, aux éditions Exergue. Je vous remercie infiniment. Continuez votre travail. On a besoin de beaucoup de singes. On est encore loin des 100 singes. Donc, continuons pour qu'il y ait 100 singes. Et je vous remercie infiniment de votre gentillesse et puis continuez. On a besoin de gens comme vous sur Terre. Avec plaisir. Merci beaucoup, Sylviane. Au revoir, Annie. Au revoir.